Donc, nous savons maintenant les distances libres et avec les distances libres, nous avons bien sûr le nombre de bits qui peuvent être corrigés, t égal à le plus grand nombre dans df-1 divisé par 2. Et il y a aussi l'idée de le gain de codage, en plus de le nombre de bits qui peuvent être corrigés. Donc ici, dans cette section, nous allons parler de différentes définitions, de différents types de codes convolutifs et le gain de codage, spécifiquement pour les codes convolutifs. Donc, quelques définitions. Les définitions sont disponibles dans le livre de Sklar. Et on commence avec un code systémique. Un code systémique, par définition, est un code où, dans le mode de code, les données sont lisibles. Donc, un codage prend 4 bits de message, et il est converti en n bits de mode de code. Donc, une possibilité pour cette transition de prendre k bits ici, donc j'ai le k bit ici qui est mon message original. Si je veux ajouter des bits pour arriver finalement à n. Donc, on appelle ça des bits de parité qui sont ajoutés. Donc, à ce moment-là, le mode de code est ici, mais le message est lisible dans le mode de code. C'est les premières k bits dans le mode de code sont les données. Donc, ça, c'est une possibilité. Ça, c'est un code systématique. Un code qui n'est pas systématique va plutôt prendre les k et il va faire la transition à n, mais il y a une fonction qui fait la conversion de k bits à n bits qui ne nécessairement garde les mêmes bits lisibles dans le mode de code. Pour les codes en bloc, en général, les codes systématiques sont aussi performants que les codes non systématiques. Donc, pour les codes en bloc, pas les codes convolutifs, mais les codes en bloc, on voit souvent les codes systématiques. Mais dans le cas d'un code convolutif, quand nous examinons les performances d'un code qui est systématique, il est moins performant que les codes non systématiques. Donc, pour les codes convolutifs, on voit presque jamais les codes systématiques. Considérons maintenant l'idée d'un code cyclique. Par définition, un code cyclique, c'est un code où chaque mode de code est une rotation cyclique d'un autre mode de code. Donc, dans ce cas-là, imagine que nous avons un mode de code ici avec n bits. Donc, ça, c'est un mode de code. Et quand je prends 7 bits dans le mode de code et je l'utilise, donc je vais appeler ça E1, E2, E3, E4, E5 ici. Si je prends le E5 ici, et le prochain bit sera E1, E2, E3 et E4. Et cette collection des bits dans cet ordre-là est un autre mode de code et que tous les modes de code finalement sont générés de cette façon de rotation. Mais on appelle ça un code cyclique. On passe maintenant à l'idée d'un code catastrophique et le nom est très descriptif. C'est un code où, par définition, le nombre fini d'erreurs dans le code peut engendrer un nombre infini d'erreurs dans les données décodées. Donc, je commence avec un mode de code ici de n bits et j'ai un décodeur. Et le décodeur va finir pour me donner un message qui est de k bits. Donc, c'est ça le décodage. Supposons qu'il y a un nombre fini des erreurs de bits dans mon mode de code. À cause de bruit, il y a quelques bits qui sont changés. Si un nombre fini de changement de bits engendre quand je vais continuer à sortir des données, ça va promener toutes ces erreurs et je vais avoir une infinie de nombre d'erreurs. Ça veut dire que je vais savoir, par exemple, 2 bits qui ont changé ici. Chaque fois que je fais le décodage, à chaque instant, il y aura encore des erreurs qui promènent à cause de ces 2 erreurs originales. Donc, quand nous cherchons des codes
Nous cherchons les interconnexions, nous cherchons les vecteurs des interconnexions des registres à décalage, c'est ça le code finalement, ces vecteurs génératrices. Ces vecteurs sont le code et on cherche des bons vecteurs pour donner des bons codes. Mais nous allons peut-être chercher exhaustivement et nous allons avoir une technique pour identifier les codes catastrophiques pour les rejeter tout de suite avant de les considérer. Dernière définition, c'est le code parfait. Et ça, c'est un nom qui n'est pas très descriptif parce qu'un code parfait n'est pas nécessairement un code performant. On peut avoir un code parfait, un autre code non imparfait, mais quand même plus performant. Donc, l'idée d'un code parfait, c'est où la relation, le nombre de bits qui peuvent être corrigés est typiquement le plus grand nombre entier de df-1 divisé par 2. Mais quand le df-1 divisé par 2 est un nombre entier, quand cette relation est valide, donc je n'ai pas besoin de le plus grand nombre parce que c'est un nombre entier, à ce moment-là, on dit qu'il est parfait. Parfait dans le sens esthétique, qu'il est très beau, il y a une symétrie respectée, c'est beau, mais il n'est pas nécessairement performant. Donc, voici un exemple d'architecture ou des schémas d'interconnexion pour un code systématique. Donc, ici, par exemple, nous avons 3 registres de décalage, donc K majuscule est égal à 3. Et nous voyons ici qu'il y a un des bits de mode de code qui est essentiellement les données qui entrent. Donc, il n'y a pas de addition modulo 2. Donc, il est juste le message directement. Il y aura un autre bit, par exemple ici, il y a 2 bits dans le mode de code, et ça sera une combinaison des registres de décalage. Donc, voici une table qui prend une certaine longueur de contrainte. Donc, par exemple, ici, le K majuscule, la longueur de contrainte est égale à 3, c'est le nombre de registres de décalage. Le premier registre de décalage, c'est comme le buffer d'entrée, et les 2 autres représentent l'état. Donc, juste un rappel. 2 à la K moins 1 et le nombre d'états parce qu'il y a 1 qui est le buffer. Donc, c'est pour ça que j'enlève 1. Et ici, c'est K majuscule qui est le nombre des registres à décalage. Donc, quand je prends toutes les possibilités pour le nombre de registres à décalage, 2, 3, jusqu'à 8 dans cette table ici, et je cherche c'est quoi la distance libre, quand j'avais cette architecture d'avoir une code systématique, voici la distance libre. Et si je fais une examination élargie de tous les codes, toutes les interconnexions, pas nécessairement une interconnexion qui est sans addition, si je cherche tous les autres codes, je vois que je peux améliorer la performance. Donc, en utilisant une autre interconnexion, au lieu d'être un qui est direct comme ça, je vais améliorer la distance minimale. Et on remarque ici, c'est pour un code de taux de 1,5. Donc, maintenant, nous allons discuter le gain de codage. Donc, le gain de codage, nous avons déjà donné la définition de gain de codage. Quand nous regardons le graphique de BUR, ici sera le BUR versus EB sur N0, BUR, et ça sera, disons, sans codage. Et nous allons avoir un code correcteur d'erreur qui, ici, sera avec codage. Donc, nous allons améliorer le BUR. Et si on va spécifier un certain niveau, un certain BUR, ici, nous appelons cette différence dans le EB sur N0 nécessaire pour atteindre cette BUR, on appelle ça le gain de codage. Donc, nous avons déjà vu cette définition des gains, et c'est pour un certain niveau de BUR. Mais on voit qu'il y a une certaine décroissance exponentielle, et asymptotiquement, ça va, si je fais toujours un BUR plus grand, je vais converger vers une gain. Et cette gain-là, on peut avoir une très simple équation pour une bande supérieure pour le gain qu'on peut atteindre pour n'importe quel BUR. Et voici l'équation pour
cette gain de codage, cette bande supérieure. Et ici, c'est un peu difficile de lire. Ça fait un taux de code de 1,5. Ici, c'est un taux de code de 1/3. Donc, nous avons les deux possibilités. Et l'équation est, si on veut, cette gain, le bande supérieure de gain de codage en dB, on l'écrira comme 10 fois log 10, et c'est le taux de code, 1/2 ou 1/3, fois la distance libre. Donc, si nous cherchons pour une certaine longueur de contrainte, c'est quoi le meilleur code qu'on peut trouver? Et c'est quoi la distance libre de cette meilleure code? Et voici, c'est ce qu'on arrive à voir pour cette distance libre. Donc, je prends les deux chiffres R fois D et j'arrive à une bande supérieure. Donc, ici, c'est pour le code de taux de code d'1/2. Ici, c'est un code de 1/3. Donc, ça veut dire qu'ici, il y a un bit qui entre, deux modes de code, expansion de 2 en largeur de bande. Ici, il y a une bit de message qui entre, 3 bits de code qui sort. Donc, 3 fois on occupe 3 fois la largeur de bande. Donc, il est moins efficace spectralement, mais on voit que le gain est supérieur en général. Mais nous pouvons maintenant, juste à partir de la bande supérieure, voir qu'est-ce qu'on peut atteindre comme amélioration des gains quand on passe à réduire l'efficacité spectrale par les demi ou réduire l'efficacité spectrale par 1/3. Par exemple, ici, pour le code de longueur de contrainte de 9, nous arrivons finalement avec exactement le même gain. Donc, pourquoi payer en efficacité spectrale si je ne vais pas avoir un gain important ou aucun gain de codage? Donc, la bande supérieure, c'est très utile pour une comparaison rapide pour cet échange d'efficacité spectrale et performance. Si nous avons vu le bande supérieure, maintenant nous allons calculer exactement c'est quoi cette gain de codage, mais pour différents niveaux de BUR. Par exemple, supposons que le EBN0 nécessaire pour le 100 codage, donc je regarde ici en jaune, je vais spécifier une certaine EB sur N0, 6.8, 9.6, 11.3, et pour cette valeur, je vais voir c'est quoi la probabilité d'erreur. Par exemple, si je veux atteindre 10 à la moins 3, je mets 10 à la moins 3 et ça prend 6 moins 8, je pense que c'est BPSK qui en regarde ici. Pour 10 à la moins 5, je vais chercher 9.6 si je n'ai pas de codage. Pour 10 à la moins 7, 11.3. Donc, lequel est intéressant, ça dépend. Pour notre application, c'est quelle probabilité d'erreur qui est exigée dans notre système. Donc, si nous remarquons maintenant, pour différents taux de code, et encore une fois, c'est un peu petit, je vais l'écrire à côté, ça c'est 1/3, 1/2, et je pense que c'est 2/3 et 3/4. Donc, différents taux de code. Nous allons comparer ici pour qu'est-ce qui est en longueur de contrainte de 7 et 8. Donc, au lieu d'avoir toutes les longueurs de contrainte, nous avons choisi 2, 7 et 8. Et on voit pour, par exemple, on va focaliser sur le 7. 4.2 sera le gain de codage quand je suis ici en haut. Quand je descends un peu, j'ai 5.7. Si je descends encore plus, c'est 6.2. Et le bande supérieur, c'est 7. Donc, on peut voir que le gain, c'est une fonction de où est-ce qu'on se trouve dans cette BUR, cette courbe des soldats. Donc, même si le bande supérieur est 7, si nous marchons proche de cette frontière, le seuil de FEC, nous allons être beaucoup plus bas, donc jusqu'à 4.2 au lieu de 7. Et c'est une comparaison pour différents codes. Donc, c'est bien de comparer avec cette équation simple pour le bande supérieur, mais quand nous allons examiner des points spécifiques de performance, il faut faire une simulation pour voir c'est quoi le gain qu'on peut atteindre. Donc, voici, nous allons examiner cette idée de changer le K majuscule, la longueur de contrainte. K est la longueur de contrainte. Et c'est le nombre de registres de décalage. Donc, c'est un peu
une indication de complexité. Parce que c'est certaines plus que j'ai des registres de décalage, physiquement, le circuit pour générer les codes va être plus grand, mais encore plus important, c'est le nombre d'états qui va être 2 à la k-1 qui grandissent exponentiellement. Et ça, c'est la complexité de notre décodeur de Viterbi. Donc, plus que k est grand, plus que ça me coûte en complexité. Mais c'est certain aussi, nous avons vu que la distance libre va agrandir quand j'ai une k plus grande. Donc, plus performant, mais plus complexe. Ici, nous avons une graphique pour nous aider à visualiser la performance d'un code. Donc, suppose que je fixe le taux de code. Donc, ici, c'est un taux de code d'une demi. Donc, j'ai fait mon choix pour l'efficacité spectrale. Je vais réduire l'efficacité spectrale par le demi pour avoir une meilleure performance pour le BUR. Donc, ici, c'est la probabilité d'erreur après codage, avec codage. Et nous avons le k égale à 3. 4, 5, 6, 7, 8. Donc, plus que K est long, plus que la performance améliore. Mais bien sûr, il ne faut pas oublier que plus que K est grande, je vais utiliser plus de mémoire parce que la quantité de mémoire, c'est H fois le nombre d'états. Le nombre d'états est exponentiel avec K. Et le nombre de calculs par symbole va agrandir aussi. Donc, c'est ça dans le décodeur. Voici une table qui vient du livre de Sklar, qui est reproduit d'une publication qui donne une liste des codes plus performants. Donc, il y a beaucoup de mathématiques très ésotériques qui nous aident à chercher des codes performants. Partie est aussi juste une examination exhaustive, juste chercher. Donc, on a plusieurs trucs pour trouver des bons codes. Mais c'est un exercice qui a été déjà fait et nous avons gardé l'information sur les codes les plus performants. Donc ici, c'est un résumé des codes qui sont les plus performants. Ici en haut, nous avons les codes de taux de code d'une demi. Ici en bas sont les taux de code d'un tiers. Donc à la dernière colonne ici, nous avons les codes générateurs. Donc n'oublie pas que nous avons vu ici pour 3 registres de décalage, par exemple, faire la somme, ça sera un mode de code. La somme de tous les 3 sera un autre mode de code. Donc, voici les bits dans le mode de code. Donc, ici, c'est l'exemple, sera G 1 égale à, il y a 1, 0, 1, parce qu'il y a une connexion, pas de connexion, connexion. Ici, G2 est égal à 1, 1, 1, parce qu'il y a une connexion dans tous les 3 pas. Donc ici, c'est le vecteur, si on veut, des codes, interconnexion pour générer les codes. Et voici, on remarque, pour le code de taux d'une demi, avec une longueur de contrainte de 3, donc 3 registres, le meilleur code qui existe pour les codes convolutifs avec la meilleure performance est donné par ces interconnexions. Donc, c'est un résumé ici dans cette table de tous les meilleurs codes possibles pour différents choix de longueur de contrainte. Et ils nous disent c'est quoi la performance de cette code aussi, c'est quoi la distance libre. Donc, c'est certain que, comme j'ai expliqué, il y a une recherche exhaustive qui peut être utilisée pour chercher des codes. On commence par identifier très vite les propriétés des interconnexions qui vont générer des codes catastrophiques, donc pour éliminer ça. Et après ça, c'est ce que nous allons voir. On cherche bien sûr à minimiser cette distance libre. Mais plus que le nombre d'états est grand, il est possible qu'il n'y ait pas un seul chemin qui atteint cette distance libre. Ça se peut qu'il y a plusieurs routes qui amènent à cette distance libre. Donc, on va examiner toutes les possibilités d'interconnexion, plus que K est grande, plus qu'il y a des interconnexions à examiner. Et nous allons chercher pas seulement à minimiser la distance libre, mais aussi minimiser le nombre de chemins à la distance libre. Donc, ça sera une chose. Et supposons que nous avons plusieurs codes avec la même distance libre, avec le même nombre de chemins à la distance libre. Donc, on va comparer encore et dire, mais c'est combien de chemins à la distance libre plus 1? Combien la distance libre plus 2? Et on essaie de chercher le meilleur. Donc, le meilleur de meilleur, c'est dans cette
table ici. Dans le devoir, vous allez prendre un de ces codes. Je vais spécifier un taux de code, une longueur de contrainte, et vous allez examiner le code qui est optimal. Nous allons simuler la performance d'un de ces codes qui est dans la table. Voici quelques valeurs typiques que nous trouvons dans les implémentations des codes systématiques. Nous avons le choix décision ferme et décision souple. Les deux sont exploités. Pour les décisions souples, c'est souvent le compromis de 3 bits de quantification qui est utilisé. La longueur de contrainte, en général, c'est entre 3 et 9. Pour un cas plus grand, la complexité qui agrandisse comme 2 à la k-1, ça devient juste trop complexe pour avoir une solution rentable en VLSI. Le taux de code, en général, c'est plus grand qu'un tiers parce qu'on ne veut pas gaspiller trop d'efficacité spectrale. Donc, c'est rare que nous allons réduire l'efficacité spectrale par plus qu'un tiers. Donc, en général, les taux de code sont plus grands qu'un tiers. Et le chemin maximal, la longueur de truncature, en général, c'est plus petit que 5 fois K. À 5 fois K, nous avons déjà un bon compromis entre la mémoire exploitée et l'amélioration de performance. Dans le chapitre 8, il y a une discussion des codes en bloc Reed-Solomon qui sont très populaires. Il y a sont des codes qui sont cycliques, des codes non binaires, donc ils utilisent des symboles plutôt que binaires. Ils ont une distance libre maximale parmi des codes de ce genre-là, donc sont très performants. Et ils sont très forts pour les bruits qui peuvent arriver avec beaucoup d'erreurs dans un seul bloc. Donc c'est très performant. Il y a aussi une discussion dans le chapitre 8 de l'entrelacement, donc de comment faire une permutation de ordre des bits pour aider dans les bruits bursty surtout. Il parle aussi des codes concaténés. Donc, code concaténé, c'est l'idée d'avoir une code intérieure, on fait un codage, on prend les choses qui sont codées et on fait un deuxième codage. Donc, cette idée d'avoir 2 niveaux de codage, ça peut vraiment améliorer la performance de nos codes pour la même complexité. C'est utilisé par exemple avec les anciens CD audio, utiliser ça. Il y a aussi le turbo code. Donc, au lieu d'avoir juste 2 niveaux de code, en plus, pour les 2 niveaux de code, je vais itérer, je vais chercher une solution pour le code intérieur, je vais chercher la solution pour le code extérieur, je vais passer à le code intérieur, c'est ce que j'ai décidé pour l'extérieur, et le code intérieur va recommencer avec ses décisions, et il y aura cette itération. Donc, c'est un décodage spécifique pour les codes concaténés. Et je vais vous donner un exemple des performances d'un code turbo qui est très, très performant. Donc, nous allons voir en MATLAB une vidéo qui nous donne cette performance pour vous faire apprécier les codes de l'état de l'art, comment il peut être très, très efficace pour corriger des erreurs.